Bonjour tout le monde. Bon, mais je pense qu'on a eu une belle première présentation qui a bien introduit la discussion qui va s'en venir. Je vais peut-être vous laisser vous installer encore 2 minutes, que tout le monde soit là. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Roland Feuillat, qui vient de France, donc du village de Cucugnan, qui est le fondateur des Maîtres de Montmoulin. Donc, il est meunier boulanger. Et à côté, nous avons Simon Duval-Mat, qui vient plutôt un peu plus proche des Hautes-Laurentides, de Kiamika, et lui qui est plutôt producteur meunier. Ces deux personnes-là, en fait, en discutant, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément destinés à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, on trouvait peut-être intéressant déjà pour ceux qui ne les connaissent pas de revenir sur leur parcours pour montrer que finalement, il y a des fois des chemins bien sinueux pour arriver au pain et au travail du grain. Donc, je vous laisse peut-être commencer. Lequel des deux? Simon? Bonjour, moi je m'appelle Simon Duval-Mat, je suis producteur céréalier dans le coin de Mont-Laurier, un petit village au sud, Kiamika. Je cultive sur 150 hectares en régie biologique depuis 10 ans, blé, épeautre, sarrasin, soya en rotation. Et puis je m'intéresse depuis déjà 3 ans maintenant à la multiplication des variétés de grains anciens. En fait, cette initiative-là s'est faite surtout au point de vue agronomique pour avoir des variétés qui allaient être plus adaptées à une régie de culture en bio, qui allait être plus rustique en matière de fertilisation, etc. Donc, c'était vraiment cet intérêt-là. Puis après ça, j'ai senti qu'il y avait aussi un intérêt du côté des boulangers, puis bon, de tout marier ça ensemble. J'ai un moulin, en fait, j'ai récupéré des meules de pierre qui étaient en opération sur un autre moulin dans le coin de Trois-Rivières. Puis ils sont installés depuis 2 ans maintenant. Ça a pris 2 ans d'installation. Et puis là, j'opère pour une capacité de transformation qui tourne autour de 250 tonnes par année. On peut détailler plus. Non, c'est bon. Mais au départ, ta formation, parce que au départ, tu ne te sentais pas forcément destiné à la production de grains au départ. Non? C'est-à-dire? Il me semble que, en tout cas, dans des articles que j'ai lus, ça y est, c'est le premier. Non, mais en fait, moi, j'ai décidé de. En fait, j'étais pas destiné à être producteur, j'étais plus destiné à être agronome conseiller. Okay. Et puis, c'est dans une optique de recrutement de membres, dans un projet de diversification, qu'un des membres à recruter m'a recruté comme relève non apparenté. Puis, il m'a transféré sa ferme. Et puis, depuis ce temps-là, j'opère à titre de producteur moi-même. Là. OK, merci. Oui, désolé. C'est bon. Okay. Et Roland, aussi un parcours plutôt atypique. Bonjour, moi j'ai un accent aussi qui est assez marqué, mais pas bien le même, qui est assez marqué. Moi je suis originaire du sud de la France, de la Provence plus exactement, un secteur qui est sûrement, certains connaissent je pense, le secteur de Arles, voilà, la Provence. Et puis voilà, après une formation et une carrière dans l'ingénierie, j'ai senti, j'aime bien cette expression, elle n'est pas de moi, il y a quelqu'un qui l'avait dit à mon sujet, j'ai senti éclore la fleur des urgences. Et devant cette éclosion qui prenait de plus en plus d'évidence, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire, surtout qu'à un moment donné, à un certain âge, on se met à penser plus à ses enfants qu'à soi-même. C'est un petit peu logique et normal. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants? Et puis peut-être un jour, les enfants de nos enfants, etc. Et je me suis dit, il faut faire un retour à la nature. Ça paraît une évidence. Mais un retour à la nature en reconsidérant totalement le mot nature et comment on vit par rapport à cette notion-là, et même par rapport à la vie tout court. Et donc, je me suis dit, il faut... pour essayer de changer le monde et faire peut-être que la fleur des urgences soit une belle fleur plutôt qu'une fleur dévastatrice. Et il faut peut-être s'intéresser à l'alimentation. Et dans l'alimentation, la base de la base, c'est le pain. Et puis, bien sûr, je ne sais pas trop quel est l'état de cette notion aujourd'hui, au Canada, aux États-Unis, oui. Bien sûr, ce qu'on appelle le gluten-free, et chez nous, prend des tournures qui sont un petit peu... j'allais dire presque répulsive.
moi, ça m'a donné de la honte, de la gêne, de me dire comment il se fait que notre civilisation, alors la plaque eurasienne, nous les Occidentaux, nous soyons pendant 2000 ans à considérer que le pain est un aliment qui relève du sacré. Moi d'ailleurs j'écris toujours le mot pain avec un P majuscule parce que comme dans la typologie occidentale on met une majuscule à ce qui est sacré, comme même si on fait un petit mot tout doux à sa maman, maman chérie je t'aime, même si on a 5 ans on met un M majuscule à maman. Donc pour moi le pain doit toujours s'écrire avec un P majuscule et ça sous-tend tout ce qu'on doit faire pour qu'il soit vraiment représentatif de cette notion de ce P majuscule. Et donc ce pain qui nous avait été toujours désigné comme relevant du sacré, on était en train d'en faire quelque chose qui était plus trop en lien avec quelque chose qui fait mal, qui est catastrophique, etc. Donc reconsidérer le pain me paraissait une urgence. Et donc nous nous sommes décidés avec mon épouse dans les années 2000, déjà à titre pour voir, pour étudier à comment on pouvait s'intéresser à ça. Donc moi, c'est assez bizarre parce qu'en fait, la passion, elle est partie au départ même de la fin, pratiquement, de comment cuire le pain. Donc, je me suis d'abord intéressé au four, donc la cuisson, voilà, et puis après de le moudre. Et donc, je me suis intéressé au moulin. Et puis, on a eu cette idée absolument folle, dans les années 2000, de restaurer un très vieux moulin à vent. Et le premier moulin à vent que nous avons restauré, il est dans le sud de la France. Et il date de 1211. Donc, c'est vraiment, on parle de patrimoine, là, quelque chose d'extraordinaire. Et on a eu beaucoup de difficultés avec ce moulin, puis on en a trouvé un autre un petit peu plus âgé, du 14e, mais qui lui vraiment était un moulin de production. Et donc on s'est attaqué à la restauration de celui-ci. Dans le four plus le moulin, il a fallu trouver le grain. Et quand on a vu les grains qu'on trouvait, on s'est dit ça va pas. Donc il a fallu reconsidérer toute la filière du grain. Mais pour aussi faire du grain, il faut des semences. Et c'est là qu'on a découvert surtout ce qui était certainement le point le plus catastrophique dans toute cette filière, semence, blé, farine, pain. Mais toute la catastrophe, elle vient en fait de la semence. Et maintenant, j'en suis arrivé à une phrase forte. Enfin, on dit, je ne sais pas si en français on le dit avec un terme anglo-saxon, peut-être qu'ici vous ne l'employez pas, on appelle ça une punchline. Et ma punchline qui concerne ce truc-là, c'est que je dis qu'à partir du moment où une semence est dévoyée, et on pourra peut-être revenir en détail ce qu'on entend par le mot dévoyé, à partir du moment où la génétique, la semence est dévoyée, tout ce qui s'ensuit n'est que billevesé. Alors je ne sais pas comment ils vont traduire le mot billevesé en anglo-saxon, s'ils le connaissent, j'espère. Billevesé, ça veut dire que ça n'a plus de sens, c'est n'importe quoi, c'est superfétatoire, c'est superficiel, etc. Donc il fallait revenir à la semence. Donc tout à l'heure, vous avez dit que nous étions, que j'étais meunier boulanger. Peut-être que le terme auquel je tiens le plus aujourd'hui, c'est toute cette activité qui a trait à la semence et à s'intéresser, à comprendre la semence, parce que si on ne repart pas, pareil que pour reconstruire le monde, il faut repartir de l'alimentation, et dans l'alimentation, le pain, c'est une évidence, et pour reconstruire cette filière semence, blé, farine, pain, il faut repartir de la semence. Et il y a un énorme boulot de la semence, parce que, bien sûr, les choses sont extrêmement différenciées dans l'histoire. Et on nous a totalement isolés, éloignés, déconnectés de la notion même de semence. Et il y a qu'à étudier l'histoire entre, j'allais dire, l'économie libérale de l'Ouest et l'Est pour se rendre compte de la chose. Nous, dans l'économie occidentale de l'Ouest, la notion de semence, c'est de suite vu rattachée à la notion de posséder, breveter le vivant, vouloir posséder le vivant. Il y a là quelque chose, si on y réfléchit bien, qui est même carrément insupportable à assimiler, à se dire mais c'est impossible, d'accord ? Et pourtant, tout a été basé là-dessus. Et alors que, par exemple, un exemple, c'est dans l'ancien bloc de l'Est, vous vous rappelez de la guerre froide, etc. C'est schématique, mais ça veut bien dire. Il a existé, par exemple, une personne qui s'appelait Nikolai Vavilov. Et cet homme, en 1820, il a une vision prophétique. Il a dit le XXe siècle va être le siècle de l'effondrement du patrimoine génétique. Et il a obtenu de Lénine, à l'époque, la possibilité économique d'avoir avec lui quelques centaines d'agronomes, de botanistes, etc., et de parcourir le monde et de faire de la collecte de ressources génétiques. Cette collection absolument fabuleuse, elle existe toujours, elle est à Saint-Pétersbourg, et elle a été constamment régénérée. Attention, parce que la semence qu'on met dans le permafrost en Norvège, ça,
Ce n'est pas un stock de semences, c'est un stock de gènes. C'est pour éventuellement un jour faire des OGM avec. Mais la semence, ça doit vivre. Si on ne fait pas vivre la semence, elle n'a plus d'intérêt, elle ne pourra plus se réveiller. D'accord ? Donc, ce Nikolai Vavilov a tout mis au point et il a récolté, tenez-vous bien, 340 000 variétés végétales. Aujourd'hui, en 2018, il n'y a plus de 90% de ces 340 000 variétés végétales qui ont disparu de la surface du globe. Donc, l'urgence absolue est d'abord de reconsidérer cette notion de se reconnecter et de reprendre conscience de la valeur du patrimoine génétique des semences végétales. Je ne parle pas des souches du vivant, de l'animal, c'est un tout autre sujet, mais la semence végétale, c'est crucial. Et si nous avons à bien nous réveiller, ouvrir grand nos yeux et notre propre conscience, notre âme et notre cœur, c'est de comprendre qu'on doit tout faire pour sauver le patrimoine génétique vivant et qui n'est pas celui des grands semenciers qui, eux, ont fabriqué un patrimoine génétique statique, absolument normé, uniformisé, à fabriquer des clones. Et ça, c'est la fin du monde, garantie. Donc, s'il y a un futur, c'est pour ça que moi je me rejoins tout à l'heure les propos qui ont été tenus, je ne me considère absolument pas pathéiste, ce qui m'intéresse c'est le futur. S'il y a un futur, c'est par la reprise en main du patrimoine génétique des semences végétales et du blé. Dans la collection Vavilov, il y a 35 000 blés, d'accord ? Il y a 1000 fraisiers, il y a 800 cassis, 35 000 blés, et chaque blé, chaque variété, chaque espèce, dans chaque variété, dans chaque espèce, chaque variété est un patrimoine génétique, c'est un programme qui a une capacité non seulement à faire des choses dans un sol donné, dans un biotope donné, dans un écosystème donné, mais qui a possibilité surtout d'évoluer. Vous le savez, depuis Charles Darwin, les principes même de la vie, à la base, c'est l'évolution. Il n'y a pas de vie sans évolution. Et pour que l'évolution puisse se faire, il faut qu'il y ait de la coévolution. Et pour que la coévolution puisse se faire, il faut qu'il y ait de la biodiversité. Donc pas de vie sans biodiversité, pas de vie en bloquant l'évolution. Donc il faut revenir aux semences qui ont cette caractéristique de pouvoir constamment être en évolution, surtout avec les évolutions chaotiques, climatiques, etc., que nous sommes en train de vivre. Merci. Bon, alors du coup, ça nous amène en fait justement sur ce qu'on a appelé ce matin vos terrains de jeu respectifs. Donc, tout ce travail par rapport aux semences que vous faites, vous n'en êtes pas au même stade de développement. Est-ce que vous voulez nous expliquer chacun un petit peu quelles sont les démarches que vous avez faites justement par rapport aux semences? Peut-être Simon déjà? Moi, c'est très embryonnaire, là, en fait. Là, comme je vous disais, ça fait seulement 3 ans que je m'intéresse à ça. Il faut savoir, comme on le disait là, aussi avec les panélistes précédents, il y a beaucoup d'efforts qu'on doit supporter nous-mêmes pour la multiplication de ces blés-là. C'est-à-dire que c'est tout du travail manuel, de nettoyage, de récolte. À l'échelle qu'on a, il n'y a rien qui est mécanisable là, présentement. Donc, on doit les multiplier comme ça. Ça fait déjà, comme je disais, 2 générations que je produis des blés. J'en achète de l'Ouest canadien. J'ai un semencier auprès duquel je m'approvisionne. J'ai pas une expérience là, incroyable. J'ai surtout une intention de promouvoir ce bagage-là et d'en faire éventuellement un produit accessible en boulangerie. C'est-à-dire, au-delà d'une poignée de grains, bien, ça va être une tonne, puis ça va se traduire par des farines, etc. Donc, l'effort qu'on a présentement, là, c'est ça qu'on fait. C'est assez minime, mais à chaque année, je prévois grossir, puis augmenter les surfaces, puis atteindre éventuellement là, une trentaine de variétés, ou peut-être plus si on a des échanges entre semenciers et autres. Comment ça se passe au Québec? Est-ce que, tu disais que tu avais un producteur, un semencier, pardon, dans l'Ouest, mais est-ce qu'il y a des échanges qui se font au niveau du Québec? Est-ce que tu disais que tu avais une dizaine de variétés? Comment est-ce que tu trouves tes nouvelles semences? Le catalogue. Il y a un catalogue de semenciers. Je vais là-dessus. J'essaie de travailler des variétés les plus vieilles possibles, donc qui ont eu le moins d'efforts de sélection sur régie conventionnelle. Je ne sais pas où est-ce que ça va me mener tout ça. Là. C'est vraiment, dans le sens, un effort marginal. Puis peut-être que toutes ces variétés-là, ils n'auront pas de qualité boulangère intéressante. Donc, on va le savoir juste au terme de cet effort-là. Néanmoins, je caresse quand même l'espoir d'avoir certaines variétés qui, au point de vue boulanger, gustatif, etc., pourront se distinguer puis pour lesquelles on pourra en faire la promotion. Et vous, Roland? Ben là, nous, on a dissocié ce qui est la gestion de la semence, de la gestion de la production en grande surface.
Enfin, surface agricole, hein, pas surface commerciale. Et donc, cette gestion de la semence, elle requiert plusieurs étapes. La première, c'est, bon, déjà, bien sûr, il faut les trouver. Voilà. Donc, où on prend la ressource génétique? Bon, chez nous, en Europe, dans l'Europe en tant qu'institution, on a quand même aujourd'hui une loi qui est précise, qui fait que l'on a normalement le droit de vendre et d'acheter sur le commerce. Il n'y a que des semences qui relèvent d'un catalogue européen des semences. Ce catalogue européen des semences, il fixe l'accessibilité à ce catalogue à des semences qui répondent à un critère qu'on appelle la DHS, distinction, homogénéité, stabilité. Donc, distinction, ça veut dire que bon, la semence en question doit être différente des autres. Jusqu'à là, mais c'est là que ça se gâte, c'est qu'elles doivent être homogènes. Or, si on veut justement faire en sorte que ces semences-là, elles n'aient pas leur capacité à évoluer dans le temps, à chaque cycle agronomique, il ne faut pas brider cette possibilité-là. Et donc, il faut qu'on ait de la variabilité génétique à l'intérieur de la variété. D'ailleurs, le terme en anglais, c'est le mot variety aussi. Et le mot variété, vous savez ce qu'il veut dire? Ça veut dire que c'est varié. Donc, comment on peut appeler variété un ensemble de semences qui sont toutes les mêmes? Donc, en génétique, en botanique, on appelle ça la focale homozygote. Et l'homozygotisme, c'est qu'on cherche à avoir, grosso modo, des individus qui sont des frères jumeaux. D'accord? Vous me suivez? Et pour ça, il ne faut pas qu'ils aient de différence. Donc, ça veut dire qu'on sort de la notion de population et on a là un énorme frein à ce que ces semences-là puissent évoluer, se reproduire et être en capacité d'adaptation. D'accord? Et S, c'est le mot stabilité, il fait très peur, parce que qu'est-ce que c'est qui est stable? C'est la mort. La vie, elle n'est jamais stable. La vie, elle bouge. Elle est faite pour être dynamique, la vie. Donc, vouloir que des semences, qui sont en fait une semence, si vous voyez un petit gland d'un chêne, bien, dans le gland du chêne, il y a déjà le chêne de 50 mètres de haut. D'accord? Donc, une semence, elle contient la vie et elle est la source de vie, même si vous... Excusez-moi, j'aime bien, moi, faire référence à des notions de textes qui sont très anciens. Et si vous regardez dans la Bible, il y a cette expression dans les évangiles selon saint Luc qui dit « la semence, c'est la parole de Dieu ». Donc ça veut dire qu'il y a tout dedans, une semence. C'est très fort comme expression. Donc vouloir d'une semence qu'elle soit stable, c'est-à-dire qu'elle soit incapable d'évoluer dans le temps, c'est pas vouloir que ce soit une semence, c'est vouloir autre chose. Un bien marchand, quelque chose qui va permettre sûrement de faire des profits, de la spéculation, etc., mais sûrement pas être porteur de la vie au sens du présent et du futur. D'accord? Donc, en France, en Europe, on a ce catalogue. Et bien sûr, tous les blés dits anciens, tous les blés patrimoniaux, tous les blés d'héritage, tous les heirlooms, oui, on dit aussi en anglais, hein, sont des blés qui ne sont pas du tout au catalogue, évidemment. Ce que les semenciers sont arrivés à faire inscrire comme étant possible de les vendre sont des semences qui répondent aux critères DHS et les blés anciens n'y sont pas. Donc on a quand même le droit, bien entendu, d'avoir des semences de ferme à partir où du moment où ce sont les siennes. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut partir avec son petit sac à dos et puis aller au cœur des pays où on a encore quelques paysans qui ont des ressources génétiques qui leur viennent de leurs ancêtres. Voilà, et moi je me suis fait un petit peu aussi un spécialiste de la chose. Et donc on récupère des petits lots de rien du tout, mais dont il faut essayer petit à petit. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la phylogénétique, qui nous permet d'être assez performants là-dessus, de vérifier par l'intérieur de la lecture du code génétique si on a bien les semences qui sont bien anciennes, etc., et qui n'ont pas fait l'objet de tout ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle et 20e siècle. Donc, ils sont des sélections qui ont un petit peu, si vous voulez, obéré, détruit les caractéristiques intrinsèques et profondes de ce patrimoine semencier. Donc, il a fallu constituer on est allé chercher de ces ressources génétiques un petit peu de partout. Et bien sûr, une fois qu'on les a, il faut les multiplier, les adapter. Et donc, cette multiplication, elle est très complexe. Très complexe, très onéreuse, ça coûte extrêmement cher.
Voilà. Et puis dès on veut le faire un petit peu de manière systémique, avec du process, il faut avoir des outils. Une moissonneuse à parcelle, chez nous, ça coûte 200 000 euros environ, 300 000 dollars canadiens, si je ne m'abuse. Donc c'est des petits outils avec des petites bandes de coupe et surtout qui nous permettent de ne pas mélanger des semences d'une variété avec des semences d'une autre variété. Donc d'être capable, et etc. C'est pareil pour le tri, c'est pareil pour le conditionnement. Voilà, donc ça coûte très très cher. Et bien sûr, c'est des semences dont on ne veut absolument pas obérer la notion fondamentale qui est qu'elles ne doivent pas, elles sont inaliénables. Il ne faut pas se les rendre propriété. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce qui veut dire que comment on investit sur quelque chose en n'étant pas sûr, en n'étant pas propriétaire. Le premier changement de paradigme qu'il faut résoudre, c'est comment investir sur quelque chose sans en être propriétaire. Alors, les gens du logiciel ont un petit peu résolu ça avec la notion d'open source, d'accord ? Ben, il faut s'intéresser à voir comment on pourrait appliquer les modèles de l'open source à la constitution d'un patrimoine et à la gestion de semences. Donc c'est là-dessus qu'on travaille, mais on a dissocié cette économie et donc on a créé un label qui s'appelle les semences 100% nature. Alors les semences avec un S, 100% nature sans S, ça ne veut pas dire qu'elles sont nature les semences, ça veut dire qu'elles viennent de la nature. Ça veut dire que l'homme n'a pas été interventionniste dessus. Voilà. Et ça c'est très précis. On ne veut pas de semences sur lesquelles l'homme a été interventionniste. Même avec un oculaire et une petite pince d'aller prendre le pistil de l'une, mettre sur l'autre, on ne veut pas. On veut que les choses viennent de la nature et de l'histoire, de toute l'évolution de la vie dans la nature avec l'homme. Donc il y a des gens qui sont très spécialisés là-dedans, on appelle ça des ethnobotanistes, et qui sont spécialisés pour nous dire dans les origines de semences et quelles ont été l'évolution de la semence en conjonction avec l'ethnologie, c'est-à-dire les humains. Et donc on produit la semence, on la développe et cette semence 100% nature après va sur d'autres catégories professionnelles avec lesquelles on a mis en place des choses depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Donc qui sont des paysans qui produisent des blés 100% nature, donc uniquement aussi avec des méthodes culturales, etc., et de gestion des sols. Donc nous, on a banni de tout notre procédé le travail de la terre, donc on n'a plus de labour, voilà, et on travaille uniquement sur ce qu'on appelle du semi-direct sous couvert, c'est-à-dire la terre n'est jamais scalpée. Voilà. Ça m'a fait drôle hier de survoler tout le long du Saint-Laurent et toute la région et de voir toutes ces terres qui, encore au mois de juin, alors bon, il y a le climat, j'ai bien compris, mais toutes ces terres qui sont entre guillemets scalpées, et donc tout ce qui favorise la perte des sols, etc. Enfin, c'est assez compliqué, mais c'est absolument passionnant. Donc pour répondre à tous ces critères d'agronomie, une fois qu'on a de la semence 100% nature, eh bien, on va produire du blé 100% nature, et après on a développé un troisième label qui s'appelle donc le pain 100% nature, et qui permet de partir de ces semences-là, de ces blés-là, pour faire le pain. Et donc là, la grosse difficulté, c'est la mouture. Et la grosse originalité qui est dans notre schéma de fonctionnement, c'est qu'on a mis au point un moulin. On développe un moulin particulier, et que notre objectif, alors je ne sais pas si j'ai des amis meuniers dans la salle, s'il vous plaît, sortez pas vos carabines. Notre objectif ultime, enfin, c'est ce qu'on fait, ce qu'on développe, c'est qu'on met des moulins chez les boulangers. Voilà, et on équipe les boulangers de moulins. Mais ça ne veut pas dire qu'on sort le meunier du circuit. Bon, les circuits courts, c'est aussi raccourcir le nombre d'intervenants. Ça ne veut pas dire qu'on dit aux meuniers qu'ils n'ont plus de boulot, etc. Et justement, je pense que demain, les meuniers doivent se spécialiser pour devenir justement les plaques tournantes, pour être capables de faire toute cette ingénierie et de maîtrise d'œuvre intégrée qui est extrêmement lourde et complexe, pour faire exister des blés 100% nature et livrer leurs clients avec des sachets de blé, des sacs de blé, et que le boulanger fasse sa mouture. Parce que dans notre procédé, et après moultes analyses scientifiques, notre extrême, ce qui est devenu une conviction totale aujourd'hui, c'est qu'il faut employer de la farine fraîche, très fraîche. Donc dans notre label du pain 100% nature, il y a un triptyque très simple, c'est mouture le matin, pétri l'après-midi, cuisson le lendemain matin. Voilà. Et donc on emploie des farines très fraîches, et pour ça il faut que le moulin crache la farine dans le pétrin. Voilà. Et voilà, avec après d'autres procédés. Voilà, vous savez un peu tout ce qu'on fait là. En quelques mots. Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. C'est de gérer du Moi, si début j'ai jusqu'à la fin. un gros truc focal, c'est que les boulangers doivent s'approprier la mouture. Bon, ne le dites pas trop au meunier, parce que je voudrais repartir vivant d'ici.
Ça devrait bien se passer. J'avais juste une petite question par rapport au fameux catalogue. Est-ce que de ce fait, vos farines et les semences en fait que vous développez donc sont toutes d'une certaine manière illégales? Vous n'auriez pas le droit de les vendre et de les utiliser? Voilà, ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est de vendre de la semence. Dire à des gens, ben, vous allez cultiver, voilà, ouvrir mon catalogue, mais la loi vient de changer le 22-23 novembre l'année dernière, et elle sera mise en application. La France a signé le décret. Au 1er janvier 2021, on va avoir le droit de revendre nos semences. Ça y est. Mais les farines, vous avez le droit de les utiliser? Et de les vendre aussi. On vend de la farine, oui, on est meunier. Ça, on est meunier. En France, c'est très légiféré. Il faut avoir un contingent, un droit de mouture. Voilà, c'est assez complexe, mais on a résolu tout ça. Ce contexte-là, on ne l'a pas du tout au Québec. Hein. Simon, tu disais que pour toi, c'était quand même beaucoup plus facile. Il n'y avait pas ce cadre, en fait, par rapport aux semences qu'on retrouvait en France. Le cadre est peut-être moins rigoureux, puis j'ai des collègues là, dans la salle là, aussi, là, Robert puis Loïc, qui pourront me corriger s'il y a lieu. Là. Mais j'ai l'impression que nous, on a accès, dans le fond, à l'obligation d'utiliser des semences certifiées par l'entremise des aides. Donc, dans le sens, toutes les aides sont conditionnelles à l'utilisation de ces semences-là, que ce soit les systèmes de stabilisation du revenu ou autres. Donc, il n'y a rien qui empêche quelqu'un d'utiliser du grain et de le cultiver, mais il ne pourra pas avoir accès au programme d'assurance récolte, à différentes aides là, qui sont disponibles. Donc, c'est une façon détournée un peu là, de rendre ça. Je ne sais pas s'il y a si on est arrêté avec une loi qui encadre chaque variété ou autre, là, au point de vue, on est soumis là, aux mêmes règles là, par rapport à la transgénèse. On ne peut pas reproduire ça, mais par rapport aux céréales, là, je lance la question. Si jamais il y a quelqu'un qui répond et qui dit oui, il y a une loi cachée que personne. Il y en a une, Robert? C'est ça, mais elle est appliquée comment, je veux dire, cette loi-là? J'aimerais ça que Robert prenne la parole. Il y a une loi sur les semences ici qui est contrôlée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. On a un catalogue qui est revisé continuellement avec un comité de l'Est, un comité de l'Ouest, et on ne peut normalement vendre des semences qui sont qualifiées, qui sont préapprouvées. On peut, de façon de gré à gré, un meunier peut faire développer des semences, mais il doit s'engager à les acheter, à ne pas les remettre dans un circuit. Donc, c'est pas tellement loin des lois européennes, ça se ressemble beaucoup. Un petit peu de latitude, mais il y a une loi qui contrôle. Merci pour la précision. On abordait aussi un petit peu la question de la marge, en fait. Hein? Donc, de se dire, de décider de se positionner finalement un petit peu en marge de la grande industrie, de vouloir faire justement les choses un petit peu autrement. Je pense que la majeure partie des gens qui sont dans cette salle se retrouvent dans cette façon de voir, en tout cas, la production, que ce soit de grains ou de pain. Roland, vous n'étiez pas forcément tout à fait d'accord avec cette notion de marge, donc vous vouliez qu'on en reparle un petit peu par rapport à votre positionnement de où vous vous trouviez par rapport à toute cette industrie de production, que ce soit de blé ou de pain. C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est qu'on est tous, je pense, si on réfléchit un petit peu et si on étudiait la chose, assez convaincus que si on ne fait pas évoluer les choses, on n'est pas sûrement pas sur une route bien vertueuse. Voilà. Donc, moi, un sujet qui m'a toujours profondément offusqué, c'est la notion en Europe de la PAC, la politique agricole commune. Et donc, avec cette notion où ce que je considère, mais très sincèrement, comme étant sûrement des plus beaux métiers et des métiers les plus à préserver, le métier de paysan, voilà. Parce que paysan, c'est paysage. Si on perd nos paysans, on perdra nos paysages. C'est tout simple. Moi, où j'ai eu le goût de faire tout ce que nous sommes en train de faire, c'est en Lozère. Et dans mon enfance, eh bien, on avait des seigles locaux, on avait un tout petit moulin sur un torrent, on avait un four à bois dans la ferme. Et c'était magnifique. Il y avait des brebis, il y avait des vaches, il y avait des chèvres, il y avait des cochons, il y avait de tout. Et la nature était parfaitement entretenue. Il y avait ce qu'on appelle des béals, je ne sais pas si des ruisseaux qui étaient captés sur la rivière, et les prés étaient magnifiques, etc. Vous allez voir ça aujourd'hui. Il n'y a plus de paysans, et c'est les genêts qui ont tout pris, tout gagné, les murs sont écroulés, les arbres même les châtaigniers ne produisent plus parce qu'ils n'ont plus les animaux avec qui ils étaient en symbiose et l'apport microbiologique, etc. Et c'est un paysage de désolation.
Donc si on veut avoir une nature qui soit magnifique, hors le climax, c'est-à-dire là où c'est dans le sauvage, mais là où est l'homme, et bon, j'espère qu'on est là encore pour quelque temps, même si on a 19 espèces d'hominidés qui ont disparu avant nous, qu'on est la 20e, il faut espérer pour nos enfants et les générations futures qu'on est là pour quelque temps. Là où nous sommes, si nous voulons vivre en parfaite harmonie avec et pour la nature, on a absolument besoin de cette profession que l'on est en train de perdre, des paysans. Enfin, moi, je parle au niveau de chez nous. Pour moi, un paysan, c'est pas du tout pareil qu'un agriculteur. Et encore, surtout, c'est encore très différent de ce que j'appelle un conducteur d'engin agricole, qui reçoit par son iPhone ce qu'il doit faire, et puis il appuie sur des boutons, et puis il y a le GPS, etc. Donc, un paysan, c'est quelqu'un qui est à la fois agronome, qui est botaniste, qui est mécanicien, qui sait tout faire et qui met tout en harmonie. Et donc, cette notion de paysan, pour moi, elle est extrêmement chère. Donc, c'était vraiment, avec mon épouse, une vocation première d'essayer de voir comment on pouvait se reconnecter, se reconstituer en lien avec une communauté de paysans, parce qu'il me semblait qu'on les avait perdus. Et donc, pour ça, il fallait qu'on ait une économie vertueuse. Parce qu'en France, je ne sais pas si vous le savez, mais on a à peu près 60% des paysans qui gagnent moins de 500 € par mois, ce qui fait 750 $ canadiens. Bon, on ne vit pas avec ça. On ne vit pas. Donc, on a 1 à 2 paysans par jour qui se suicident, et encore, on ne sait pas tout, parce que ça, c'est l'extrême. Toutes les immenses difficultés, la paupérisation de ce secteur-là, elle est à proprement parler insupportable. Donc, je me suis dit, la chaîne, la filière, elle est malade, elle vit très mal, et la preuve qu'elle vit très mal, c'est que les paysans vivent par des subventions. Moi, j'appelle pas ça du subventionnement, j'appelle ça, quand on vous met un cathéter là, et à l'hôpital, voilà, j'appelle ça la mise sous perfusion. Quand on met une économie sous perfusion, c'est un peu comme quand on met un humain sous perfusion. S'il va bien, on ne lui met pas une perfusion. C'est que ça va mal. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait pour faire qu'on redresse les choses? Comment on reconsidère ça? Et bien sûr, la rémunération du paysan, mais c'est une histoire lointaine, puisque nous, si vous retournez à l'époque de la féodalité, il y avait le servage, les serfs, c'était des paysans donc, qui appartenaient au seigneur, ils étaient propriétés du seigneur. Et donc je me suis dit, est-ce que l'histoire a vraiment évolué? Est-ce qu'on peut se dire, nous, en se regardant dans une glace, en toute considération de notre propre humanité, si on a fait ce qu'il fallait pour que ces gens qui sont à la base de la vie, à la base des paysages, nous les considérions comme étant cruciaux, fondamentaux. Et est-ce que c'est toujours des serfs? Ben oui, et c'est même une forme d'asservissement qui est encore pire que ce qu'il était, je pense, en bien des points. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le niveau d'endettement de certains paysans chez nous, ça dépasse l'entendement, parce que le matériel agricole coûte des fortunes. Il faut avoir la moissonneuse qui va bien, et donc ça coûte le tracteur, le semoir, tous les outils. Quand vous additionnez ça, plus le coût des terres, le coût du foncier, la valeur de tout ça, le coût, ça fait vraiment peur. Et donc je me suis dit, comment on fait? Et donc, nous, on a démarré très tôt en disant, on n'a pas d'autre solution que d'essayer de positionner un produit sur le marché. On a fait du marketing, excusez-moi, si on essaie de le faire en conscience, le marketing, c'est pas un gros mot. Et on s'est dit, comment on fait pour positionner une gamme de produits sur le marché qui ait un prix, qui permette de générer les marges, qui nous permettent de reconsidérer complètement la rémunération du paysan. Et donc, c'est clair que ça n'a pas été compris au départ, ça n'a même pas été compris de beaucoup de paysans eux-mêmes, qui, par des notions un peu idéologiques ou pseudo-syndicalistes, ont cru que nous, on était des espèces de nouveaux capitalistes qui arrivions avec des idées complètement farfelues et de vouloir payer les paysans plus cher. Donc, en plus, ça a généré beaucoup de jalousie. Mais c'est clair qu'on est parti très, très tôt sur le fait de payer la production de blé à des prix qui n'avaient rien à voir avec les coûts du marché. Et en sachant qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, le paysan ne paie pas la semence. Voilà, donc c'est la partie semence, c'est le consommateur à qui on fait payer la semence. C'est-à-dire que dans tous les produits, on a mis un pourcentage qui remonte aux gens qui font la semence pour que la boucle se boucle. Voilà. Et le logo, on a pris l'anneau de Bobus, vous savez, c'est les infinités des boucles de la vie, de la nature. Et je pense qu'au niveau de l'économie aussi, on parle aujourd'hui d'économie circulaire.
Et c'est une notion fondamentale, l'économie circulaire. Il faut que ça boucle. Donc il faut que le consommateur prenne conscience que dans ce qu'il mange, il y a la partie qui a permis de générer la semence et qui doit payer le semencier, etc. etc. quoi. Et pour toi, Simon, tu parlais aussi beaucoup de maillage. Je pense qu'on n'est pas rendu là encore dans la réflexion. Je trouve les propos, en tout cas, de M. Fayard, ils sont très intéressants. Ils méritent réflexion. Je ne suis pas tout d'accord avec ce que vous dites non plus, là. Je veux dire, toute la notion là, d'accès, parce qu'on est là aujourd'hui en train de parler d'avoir accès à des grains anciens, de pouvoir les utiliser, etc., de consolider l'apport des paysans, des agriculteurs qui ont des coûts de production incroyables, puis que les revenus sont peut-être pas là. Mais là, je vois mal comment on va garantir l'approvisionnement en farine ou de tout ça si on n'est pas capable de produire de façon durable. C'est-à-dire que là, on veut... les gardiens là, de ce patrimoine-là, c'est les agriculteurs. C'est eux qui produisent le grain sur leur ferme. C'est eux autres qui vont garantir l'approvisionnement du stock à long terme, qui vont s'assurer que le stock est conservé de plein de façons. Si on veut acheter ce grain-là sur une base régulière, à chaque semaine et tout, est-ce qu'on est prêt, en tant qu'utilisateur, à payer 4 400 $ la tonne de grain? C'est ça qu'on nous propose, la 2 piastres la livre. Il y a un enjeu économique là, derrière ça. On veut acheter des produits différents, mais je ne suis pas sûr qu'on est capable là, d'acheter une poche de farine à 100 $ la poche de 20 kilos. Je veux dire, il faut quand même être réaliste dans notre approche, puis dans notre concertation, si on veut atteindre un objectif où est-ce que ces grains-là sont multipliés, sont utilisés de façon durable, il faut absolument que les agriculteurs soient clairement intégrés là-dedans. Puis la tendance est intéressante de faire de la farine fraîche à la boulangerie, mais qui va vous approvisionner en grains de façon régulière, avec la même qualité puis avec la même constance, s'il n'y a pas un appareil solide derrière qui leur permet de rentabiliser leurs exploitations qui ne sont actuellement pas rentables? Est-ce que vous voulez répondre à ça? Ouais, là, on est dans des choses... Le problème, c'est qu'on n'a que 45 minutes. Alors, bon, j'ai la réponse à tout ça. Il en reste plus de 10. Voilà, c'est la réponse à tout ça. C'est bien sûr des choses auxquelles on a non seulement énormément réfléchi, mais qu'on a essayé de résoudre. Et aujourd'hui, nous, on a fait un hub. Vous regardez dans le commerce aujourd'hui, ce qui est en train de reconditionner tout le fonctionnement du commerce mondial, c'est le digital. C'est la digitalisation et l'ubérisation, on dit comme ça chez nous. Donc, on a fait des hubs, et des hubs qui sont là pour recevoir les lots de grains, et tout est trié de manière centralisée. Bon, il y a quelque chose qui vient éclairer ça aussi, parce que si on n'a pas l'ensemble des informations, le raisonnement il est forcément matriciel, et s'il manque une case, hop, le raisonnement ne tient plus. C'est qu'on applique à la grande culture, nous, quelque chose qui pour moi est fondamental, c'est qu'on est sorti aussi totalement de la monoculture. Et donc, on a compris, donc ce sont nos travaux, après, on est toujours très ouvert à en voir d'autres qui produisent d'autres résultats. On ne dit pas qu'on détient la vérité. N'entendez pas dans ce que je dis le fait que je sois en train d'énoncer des vérités. On fait du partage d'expérience. Je vous dis ce qu'on fait. Voilà. Donc nous, on est sorti de la monoculture, tout est la permaculture appliquée à la grande culture, d'accord? Donc, le blé n'est jamais seul au champ. Donc, on a toujours une multiplicité de variétés dans un même champ. Il n'est jamais cultivé seul et il n'est pas cultivé non plus sur des sols qui ont été labourés. Donc, il faut qu'on ait pour ça des outils il faut qu'on moissonne tout en même temps. On ne va pas aller trier au milieu les pois chiches, les lentilles, la moutarde et le blé. Donc, on récolte tout en même temps. Donc, il a fallu mettre en place des outils de tri avec des trieurs séparateurs de nouvelle génération qui permettent de trier ça. C'est des machines qui coûtent, alors ça, par contre, c'est horriblement cher et on ne peut pas en mettre partout chez les agriculteurs. On a pu les mettre qu'à des endroits précis. Donc là, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle des palox, ce sont des espèces de grosses caisses ventilées, et on récolte le grain chez les paysans avec qui on travaille, et on part avec. Voilà. Et pour que ça soit immédiatement aussi trié, pour des raisons de pouvoir perdre du grain, ou en tout cas qui s'abîme, s'il n'est pas trié immédiatement, parce qu'il est dans le réceptacle où on l'a reçu, avec d'autres choses, et il faut tout très vite trier et sortir la lentille d'un côté, la moutarde de l'autre, etc. Et ce qu'on a bien sûr comme objectif, c'est que la polyculture appliquée sur une même surface nous fait sortir des rendements en matière sèche qui donnent une rentabilité globale. La grosse difficulté,
c'est que bien sûr, on fait moins de blé que si on était en monoculture de blé. On a des rendements assez faibles en blé par rapport à ce que font nos collègues qui sont en monoculture. Mais par contre, quand on additionne toutes les matières sèches, on est supérieur et voire même on arrive à montrer actuellement, c'est assez récent, alors vous savez que c'est la nature, la météo, le machin, le truc, demain il y a des choses qui peuvent être plus faibles, d'autres beaucoup plus fortes, mais actuellement on arrive à montrer qu'on a des rendements de matières sèches globales qui sont supérieurs même à ce que la monoculture intensive est arrivée à faire en pointe dans des secteurs qui sont nommés le grenier à graines de la France, la Beauce, la Champagne, etc. La grosse difficulté, après aussi, elle est des modèles économiques, parce que la permaculture ne fonctionne que si on a la permaéconomie. C'est-à-dire qu'il faut arriver à valoriser le tout. Parce que c'est intéressant de faire tout ça ensemble, c'est vrai pour des rendements, mais c'est surtout intéressant parce que la qualité de ce qu'on sort, un blé qui a été cultivé dans ces conditions-là, nous on est assez fans, c'est un petit peu même, pour certains, une forme, ils nous accusent d'un certain ostracisme intellectuel, je suis assez fan d'analyse scientifique. Voilà. Et j'aime beaucoup étudier ce que les semences ont pour aptitude à exprimer. Bon, vous savez, au Canada, qu'il se cultive une semence particulière ici, un Triticum turgidum turanicum, qui est alias en vernaculaire un blé de Khorassan. Et ici, il y en a un qui est sous marque, qui s'appelle le Kamut, d'accord ? Le Kamut a une particularité, c'est l'expression du sélénium, un antioxydant extraordinaire, mais il ne va pouvoir l'exprimer que si dans un sol où il y en a. Il ne sait pas le générer, ce n'est pas de la génération spontanée. Donc ce blé-là, ça va être intéressant de plus en plus, et ce qu'a bien fait le consortium Kamut, il faut leur reconnaître ce qui sont les grandes qualités et les grandes ouvertures qu'ils ont mises en place sur le sujet, d'un point de vue scientifique, c'est qu'une semence, enfin un blé qui a été cultivé dans certains contextes, ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'aller étudier ce qu'il a été en mesure d'exprimer. Et or, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que dans des couplages, dans des associations de cultures, ce qu'on appelle les cultures associées, le blé, quand il est mis dans certains contextes, on arrive à des résultats absolument extraordinaires. Il y a une autre chose aussi qui est passionnante, je ne sais pas où en est le Canada sur le sujet, c'est le couplage du blé et de l'arbre, et ce qu'on appelle chez nous l'agroforesterie. Et je crois que c'est un sujet majeur de remettre beaucoup d'arbres dans les espaces culturaux, remettre des haies, c'est-à-dire que partout en France, dans les années 70, on a fait un gigantesque massacre par le remembrement et de recréer des grandes surfaces là où on avait des bocages, etc. et tout, eh bien, il faut revenir en marche arrière, non seulement en marche arrière, mais aujourd'hui, on a des connaissances même qui nous permettent même, vraisemblablement, de faire mieux que ce qui se faisait. Donc, et à partir du moment où on a fait ces choses-là, où on sort des blés qui ont des caractéristiques extraordinaires. Donc, pour nous, c'est vrai que reconsidérer la fonction de paysan, c'est lui permettre de travailler sur des sols vivants, parce que ça, je pense que la première fonction du paysan, pour moi, c'est la vie des sols. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on a un patrimoine en France de sols morts qui sont gigantesques, et il faut reconsidérer la vie des sols, puisque bon aussi on a le problème de la fixation du carbone, l'évolution du climat, tout ça, ça rentre en synergie. J'essaie de raccourcir, de dire en quelques mots quelque chose qui me semble extrêmement complexe au global, mais voilà. Alors après, là où aussi je comprends bien qu'il peut y avoir des... Mais je ne pense pas que ça soit des dissensions. C'est la gestion de la semence. Il y a souvent des gens qui nous disent si vous obérez chez le paysan la capacité à gérer la semence lui-même, on enlève une part de la noblesse du métier de paysan. On peut l'entendre. Là aussi, il y a non seulement les solutions, mais il y a quelque chose qui va vraiment dans le bon sens des choses. Parce que la sélection, là où le paysan doit reprendre une fonction extrêmement forte, c'est que si la sélection n'est plus faite in vitro, c'est-à-dire dans les laboratoires, il faut revenir à la sélection in vivo, c'est-à-dire dans les lieux de vie. D'accord ? Et donc ces types de sélection sont complexes. Dès qu'on parle sélection, c'est un sujet majeur. On pourrait avoir une conférence, je pense, d'une heure et demie, rien que sur la sélection, c'est un sujet majeur. Et la sélection paysanne, c'est un sujet majeur. Donc, quelles sont les critériologies de la sélection ? C'est ça, tout est là. Et ce qu'il faut bien comprendre,
c'est qu'est-ce qui oppose les voies sur lesquelles nous disons, et on est parfaitement en phase, que c'est les seules et uniques voies de l'avenir, c'est sur celle-là qu'il faut aller, c'est remettre des sélections en place vertueuses dans le sens de nourrir. D'accord ? Donc nourrir, ça veut déjà dire des choses qui soient digestes, parce que si on veut avoir une bonne nourriture qui apporte des bons nutriments, il faut d'abord qu'on arrive à bien la digérer. Et vous le savez, dans les blés, il y a un processus de sélection qui a été tout celui de la fin du 19e et du 20e, c'est de maximiser le poids moléculaire des protéines pour faire des gluten à très forte ténacité. C'est pas pour rien que nos contemporains disent « je veux plus en manger de ce truc-là, c'est plus digeste ». D'accord ? Donc, et puis en plus, les fermentations longues, etc., tout ça, ça concourt, parce que moins plus moins plus moins plus moins, ça fait un gros moins. Voilà. On a un truc énorme, par exemple, j'y pensais tout à l'heure en vous écoutant, l'oxydation. Si on veut qu'une farine soit nourrissante, on a un énorme problème qui est lié à l'oxydation. C'est pour ça que je parle de farine fraîche. Moudre quelques heures avant de pétrir. Ce que les femmes du monde entier, beaucoup les femmes, ont toujours fait et sont en train de faire. À l'heure qu'il est, c'est sûr qu'on a au Pérou des femmes sur des petites meules qui sont en train de moudre du grain. Peut-être qu'on a ça en Syrie, vous parliez de la Syrie tout à l'heure, pour le manger ce soir, pour le manger à midi, pas pour le manger dans 6 mois. Il n'y a pas longtemps, j'étais chez des gens chez qui on a fait une étude à New York. C'était le 6 novembre, les farines avaient été moulues le 18 mars et elles étaient comestibles jusqu'au 15 septembre de cette année. C'est pas de la farine, ça. C'est du plâtre, c'est ce que vous voulez, c'est bon, mais c'est pas de la farine. Une farine, il faut qu'elle soit mangée immédiatement. Pourquoi ? C'est très simple. Vous prenez un cube de 10 cm par 10 par 10, d'accord ? Vous imaginez que ce cube-là, il a que 6 fois, d'accord ? 100 cm² à la surface de l'oxygène. Si vous le moulez, que vous en faites des petits cubes d'1 millimètre, vous allez multiplier le facteur d'oxydation par plus de 1000. Plus, la farine, c'est du pulvérulent, c'est de la poudre. Plus vous mettez en contact un nutriment avec de l'oxygène, plus il oxyde. Donc, et en plus, dans les moulins, comment on a fait pour transporter la farine ? On y souffle dessus. Les transports pneumatiques. Nos ancêtres ont toujours eu des moulins à gravitation. Donc, bon, on pourrait en citer jusqu'à demain des exemples, parce que moins, plus moins, plus moins, plus moins, ça fait moins. On va devoir s'arrêter. Notre temps écoulé est déjà terminé. On pourrait en discuter encore apparemment très, très longtemps. On a un peu de temps pour des questions ou plus du tout? Oui? 5 minutes pour des questions. Bonjour, moi c'est Gabriel. Je travaille pour la coop AgroBio. On est une coopérative là, qui regroupe une 50aine de producteurs biologiques au Québec. Puis depuis 2007, là, avec l'aide de USC, on mène un projet de ramener des variétés ancestrales de maïs chez nos producteurs. Fait que ce projet-là, il a commencé doucement, mais au final, on a vu passer 38 variétés de maïs qu'on a sélectionnées, qu'on a su améliorer là, au fil du temps. Puis aujourd'hui, on se retrouve avec les 8 qu'on trouvait les plus intéressantes, mais on a une impasse parce que nos producteurs ne sont pas à l'aise de les produire, puis on n'a pas de marché aussi pour vendre ces productions-là. Fait que je me demandais, là, ce serait quoi la meilleure stratégie employée pour trouver un marché pour ces variétés-là? C'est toute l'importance d'attacher là, l'ensemble des partenaires là-dedans, dans le sens que, tu sais, avant de se mettre à produire, bien, il faut avoir une garantie d'écoulement. C'est des grains super marginaux, fait qu'il faut que tous les utilisateurs soient intimement liés, puis avec un engagement. Là, déjà, nous, on fait l'engagement des multiplier, puis des produire, puis des entreposer. Et si on veut aller plus loin là-dedans, ça va prendre un partenariat là, en haut, là, c'est-à-dire des utilisateurs finaux qui disent « Bon, ben parfait, toi, ça sera à ce moment-là des meuneries peut-être qui vont faire des moulés spécialisés là-dessus ou autres, peut-être des utilisateurs en consommation humaine. Je ne sais pas c'était quoi le marché du maïs, mais que vous visiez là-dedans. Mais il y a quand même... C'est là, je pense, qu'il y a du chemin à faire. Le maïs, ça a été un peu notre choix parce que c'est un grain qui est vraiment commun là, sur les fermes en grande culture au Québec. Mais c'est ça, c'est pas un grain qui se retrouve souvent là, dans l'assiette des consommateurs québécois. Puis aussi, c'est que l'amélioration a été faite en termes agronomiques, puis on n'a pas eu, à l'autre bout, dans le fond, un soutien pour sélectionner au point de vue culinaire, au point de vue transformation.
Fait qu'on se retrouve avec, parmi les 38 variétés qu'on a sélectionnées, pas forcément les 8 meilleures au point de vue gustatif, point de vue farine. Fait que c'est vraiment, moi, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait un peu comme 3 facettes. Là. Il y a le blé, il y a la farine, puis il y a le pain, mais au final, il y a aussi la semence, puis le fait de le consommer. Fait que c'est comme 5 agents dans le processus, puis c'est dur de décider qui prend l'initiative d'amener des grains ancestraux avec des rendements qui sont moindres, puis qui n'ont pas de marché encore. C'est à qui de le faire. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout aux boulangers là, qui se retrouvent à être ceux qui sont au courant de ce sujet-là, mais qui se retrouvent aussi à être les mieux informés sur le sujet des grains par rapport peut-être aux consommateurs. C'est sûr que les boulangers ont un rôle immense à jouer. Et ça, c'est sûr. Et aussi, ceux sur qui nous, on s'est beaucoup appuyé, c'est les restaurateurs. Parce qu'il faut manger. Donc, si vous faites un acteur, excusez-moi de la métaphore, si vous faites un acteur qui est un très bon acteur, il vous faut aussi le mettre entre les mains de gens qui savent écrire des textes bons pour des bons acteurs et les mettre bien en scène. Et un bon restaurateur qui fait de la bonne nourriture, normalement, c'est un très bon metteur en scène. Et la tendance, elle est de plus en plus vers là. Plus on leur donne des bons acteurs, normalement, plus ils sont contents. Pas tous, hein, c'est très compliqué. Il y en a qui font ce que j'appelle la cuisine de magicien, qui arrivent avec très peu de choses à faire croire par des décors, des machins et des trucs, et puis du décor extérieur, etc., qu'ils ont une grande maison. Mais la restauration et la haute restauration est en train de beaucoup évoluer, et donc il faut aller chercher ces gens-là. Et les boulangers aussi, vis-à-vis de ces gens-là, sont aussi des très très bons intermédiaires, parce que si vous avez un super maïs avec lequel on peut faire, comme c'est l'histoire du Portugal par exemple, du très très bon pain au maïs ou des galettes ou des tas de choses, très vite, le restaurateur, il comprend qu'avec ça, ça va donner quelque chose dans l'assiette. Parce que ça a été beaucoup dit ce matin par ces dames. La particularité d'une semence véritable qui est mise dans un sol vivant et qui est bien traitée, c'est que le potentiel nutritionnel est incomparable. On parle de ratios aujourd'hui qui vont jusqu'à x30, x40, x50. Une chose, par exemple, entre une pomme véritable ancienne et une pomme moderne. Le potentiel nutritionnel est incomparable. Et à partir du moment où le goût, on a derrière écrit le mot magique, le mot goût, à partir du moment où le mot goût, il ne vient pas de choses rajoutées pour faire de la magie fausse, hein, et ça, je suis assez virulent. J'aime pas qu'on triche avec le goût, et je suis assez d'accord avec un philosophe français qui dit que si on veut redonner du sens à l'avenir, il faut redonner aux gens à manger des choses qui ont le goût de ce qu'elles sont, pas de ce qu'elles ne sont pas. Donc il ne faut pas tricher avec le goût. Mais s'il y a la nutrition, il y a le goût. Et quand le goût est naturel, c'est qu'il y a la nutrition dedans. Après, on n'a même plus besoin de la contrôler, la nutrition. S'il y a le goût, c'est qu'il y a... Et un maïs, un vrai maïs de population, etc., normalement, c'est incomparable. Et si on cuisine des choses avec, si on fait du pain, si on fait des tas de choses, c'est incomparable. Donc il faut y aller par ce biais-là, quoi. Et puis, bon, il faut trouver les gens qui font ce front office, quoi, pratiquement, pour que le back-office puisse suivre. Mais ce n'est pas aux gens du back-office de se mettre dans des douleurs terribles. C'est pas... S'il n'y a pas d'autre solution, il faut. Mais normalement, ça ne devrait pas être. Donc il faut essayer de constituer un panel de gens. Et je pense que justement, une association de boulangers, etc., qui voudrait aussi mutualiser des moyens, justement, peut-être pas avoir un moulin chacun, etc., mais être en aptitude à se faire de la farine. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et puis derrière, il faut avoir les gens qui ont le talent de la transformation. Un bon boulanger, normalement, quand il a de la matière première comme ça, il fait un pain qui n'est pas le même. Et puis aussi les restaurateurs, tout le monde de la gastronomie, il faut l'incorporer là-dedans à fond et aller les titiller, quoi. Merci. OK. Merci beaucoup. Nous avons terminé cette table ronde. Merci.